J'avais 68 ans quand j'ai sonné à la porte de mon fils avec ma valise. Juste quelques mois, maman, avait-il dit au téléphone. Le temps qu'on s'organise avec le bébé. Quelques mois. 3 ans plus tard, j'étais devenu invisible dans leur salon. Au début, ils avaient besoin de moi. Vraiment besoin. Juliette pleurait des nuits entières, et Mathieu retournait au travail après seulement 15 jours de congé paternité. C'est la réalité en France, même en 2021. Marie-Claire, ma belle-fille, avait ses cernes violettes sous les yeux, et quand je prenais Juliette dans mes bras à 3 heures du matin, elle murmurait merci comme une prière. J'avais vendu mon petit appartement de Montparnasse. Pas par choix, mais par nécessité. Le prix de l'immobilier parisien avait explosé, et avec ma petite retraite de secrétaire médicale, 1200 € par mois, je ne pouvais plus payer les charges. Mathieu avait insisté. Viens chez nous, maman. Tu nous aideras, et nous, on t'aide. C'était logique. C'est même inscrit dans la loi française, les enfants ont l'obligation d'assister leurs parents dans le besoin. Les premiers mois, j'étais grand-mère Colette. J'existais. On me demandait mon avis sur les couches, sur les heures de sieste. Marie-Claire me racontait ses inquiétudes de jeune mère. Mathieu me serrait dans ses bras en rentrant du bureau. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, maman? Puis Juliette a grandi. Elle a fait ses nuits. Marie-Claire a repris confiance. Et moi, j'ai commencé à rétrécir. D'abord, mes opinions sont devenues dépassées. Quand je suggérais qu'un peu de tisane de camomille pourrait aider Juliette à s'endormir, Marie-Claire souriait poliment. Oh, grand-mère, maintenant on fait différemment. Mes 50 ans d'expérience, effacés d'un sourire condescendant. Ensuite, mon espace s'est réduit. D'abord, ils ont transformé ma chambre en bureau. Tu peux dormir dans le salon, maman? C'est temporaire, Mathieu travaille de plus en plus à la maison. Le canapé lit grinçait. J'avais mal au dos tous les matins. Mais j'ai dit oui. On dit toujours oui quand on a peur de déranger. Mes affaires ont migré vers un placard sous l'escalier. Mes livres, mes photos, mes souvenirs de papa, tout condensé dans 2 étagères poussiéreuses. Il faut qu'on optimise l'espace, expliquait Marie-Claire en rangeant mes romans de Marguerite Duras derrière les produits d'entretien. Et puis, je suis devenue une gouvernante gratuite. Pas directement demandée, bien sûr. Mais quand Juliette pleurait, tous les regards se tournaient vers moi. Quand il fallait aller chercher les courses, c'était évident que j'irais. Quand leur lave-vaisselle est tombé en panne, devinez qui a passé ses soirées les mains dans l'eau savonneuse. Grand-mère fait la vaisselle, disait Juliette, maintenant âgée de 3 ans, comme si c'était mon nom. Plus jamais Colette. Juste celle qui fait la vaisselle. J'ai reporté mes rendez-vous médicaux. D'abord parce que je gardais Juliette quand elle était malade et ne pouvait pas aller à la crèche. Puis parce qu'il fallait que je sois là quand les livreurs venaient. Puis parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent que ma santé. Mon cardiologue m'avait pourtant dit de revenir dans 6 mois pour contrôler ma tension. Cela faisait maintenant 18 mois. Le pire, c'était les dimanches. Leurs amis venaient déjeuner, et je servais, je débarrassais, je m'occupais des enfants pendant qu'ils discutaient de leurs vacances à Deauville, de leurs nouveaux projets d'extension, de leur vie. Leur vie dont je n'étais plus qu'un rouage silencieux. Votre maman est formidable, disaient leurs amis. Vous avez de la chance. Et eux hochaient la tête, souriaient, mais ne me regardaient jamais vraiment. J'étais là, utile, invisible. Le déclic est venu un jeudi soir. Mathieu était stressé par un dossier au bureau, Juliette avait renversé son assiette au dîner, et Marie-Claire était énervée parce que son cours de yoga était annulé. J'étais à 4 pattes, en train de nettoyer les pâtes bolognaises sur le parquet, quand Mathieu a dit, sans même me regarder. Au moins, grand-mère ne prend pas trop de place. Pas trop de place. Moi qui avais donné naissance à cet homme, qui l'avait élevé seul après la mort de son père, qui avait vendu ma liberté pour l'aider avec son enfant. Je ne prenais pas trop de place. Cette nuit-là, sur mon canapé lit qui grinçait, j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai téléphoné à Françoise, ma vieille amie de l'école d'infirmière. Nous nous étions perdus de vue, mais sur Facebook, je voyais qu'elle vivait toujours à Chartres, dans sa petite maison avec jardin. Colette, quelle surprise! Sa voix était chaleureuse, réelle. Nous avons parlé 1 heure. À la fin de la conversation, elle m'a dit « Viens quand tu veux. J'ai une chambre d'amis, et j'adorerais avoir de la compagnie. » J'ai commencé à faire mes valises en silence. Pas avec colère, pas avec précipitation. Avec méthode.
J'ai récupéré mes affaires éparpillées dans leur maison, ma photo de mariage dans leur placard, mes médicaments dans leur armoire de toilette, mes pulls dans leur buanderie. Chaque objet récupéré était un petit morceau de moi-même que je me réappropriais. Le plus dur était de quitter Juliette. Mais en la regardant jouer avec ses poupées, j'ai réalisé qu'elle s'habituerait. Les enfants s'adaptent. Et peut-être qu'en partant, je lui montrerai qu'on pouvait dire non, qu'on pouvait choisir sa vie, même à 71 ans. J'ai laissé une lettre sur la table de la cuisine. Pas d'explication dramatique, pas de reproche. Juste, je pars chez Françoise à Chartres pour quelque temps. Je vous aime, mais j'ai besoin de retrouver ma place. Et j'ai signé Colette, mon vrai nom, pas grand-mère ou maman. Le train pour Chartres partait à 14h15. J'avais choisi l'heure où Mathieu était au bureau et Marie-Claire à son cours de pilates. Pas pour éviter la confrontation, mais pour partir en paix. Françoise m'attendait sur le quai avec un bouquet de jonquilles. « Tu es rayonnante », a-t-elle menti gentiment. J'avais les cheveux gris mal coiffés et un manteau élimé, mais dans ses yeux, j'existais de nouveau. Sa maison sentait la lavande et les confitures maison. Ma chambre avait une fenêtre qui donnait sur un petit jardin où poussaient des roses trémières. Pour la première fois en 3 ans, j'ai fermé une porte qui était vraiment la mienne. Les premiers jours ont été étranges. Je me réveillais à 6 heures, prête à préparer le petit déjeuner de Juliette, avant de me rappeler que j'étais libre. Libre de boire mon café au lit si j'en avais envie. Libre de lire le journal en entier. Libre d'être en retard, ou en avance, ou de ne rien faire du tout. Mathieu a appelé le 3e jour. Pas inquiet, en colère. « Maman, qu'est-ce qui te prend ? Marie-Claire pleure, Juliette te cherche partout, et moi, je ne comprends rien. » J'ai respiré profondément. « Mon chéri, j'avais besoin d'air. » Il y a eu un silence. « Mais on a besoin de toi ici. »« Je sais, » ai-je répondu. « C'est justement le problème. » Françoise m'a accompagnée chez le médecin pour rattraper tous mes rendez-vous en retard. Ma tension était effectivement trop élevée, le stress, sans doute. « Il faut prendre soin de vous, madame », a dit le docteur Moreau. « Prendre soin de moi. Quand avais-je fait ça pour la dernière fois ? J'ai commencé à chercher un appartement. Avec ma petite retraite et l'allocation logement pour les seniors, je pouvais me permettre un studio dans le centre de Chartres. Pas grand, mais à moi. Vraiment à moi. Les semaines ont passé. Marie-Claire a fini par appeler, plus calme que Mathieu. « Colette, nous nous sommes mal conduits. Nous n'avions pas réalisé. Voulez-vous revenir ?» J'ai été touchée par ce vouvoiement soudain, cette politesse qui reconnaissait enfin mon statut d'adulte indépendante. « Peut-être un jour, » ai-je répondu. Mais pas comme avant. Juliette m'a écrit sa première lettre. Des gribouillages adorables avec grand-mère Colette écrits en capitale par Marie-Claire. Je l'ai encadré et posé sur ma nouvelle table de nuit. Mon studio à Chartres était prêt en mai. 35 mètres carrés au 3e étage d'un petit immeuble des années 1970. Une vraie cuisine, une salle de bain rien qu'à moi, et surtout, un balcon où j'ai installé des géraniums roses. Mathieu est venu me voir en juin. Il semblait plus mature, peut-être un peu fatigué. « On n'y arrive pas sans toi, maman. » Je lui ai préparé du thé dans ma nouvelle théière, celle que j'avais achetée au marché de Chartres. « Vous devez apprendre, » ai-je dit doucement. « C'est votre famille, votre vie. Moi, j'ai eu la mienne. » Nous avons parlé de papa, de son enfance, de mes sacrifices d'autrefois. Pour la première fois en années, il m'écoutait vraiment. « Tu as le droit d'être heureuse, maman, » a-t-il fini par dire. Ces mots simples ont effacé des mois de rancœur. Aujourd'hui, j'ai 72 ans et je vis seule. Juliette vient passer un week-end par mois chez moi. Nous allons nourrir les canards au bord de l'Eure et elle m'apprend les comptines qu'elle a apprises à la crèche. Mathieu et Marie-Claire ont engagé une assistante maternelle 2 jours par semaine. Ils se débrouillent. Je garde toujours dans mon portefeuille la clé qu'ils m'avaient donnée de leur maison. Pas pour y retourner comme avant, mais comme un rappel, j'ai toujours eu le pouvoir de partir. Il m'a juste fallu 72 ans pour me donner la permission de l'utiliser. Maintenant, je bois mon thé dans ma vraie tasse, je lis mes livres dans mon vrai fauteuil, et je regarde les géraniums pousser sur mon vrai balcon. Et quand je me regarde dans le miroir de ma salle de bain, je vois Colette. Plus grand-mère invisible, plus la femme qui ne prend pas trop de place. Juste Colette. Et c'est largement suffisant.